Florent Sen, bonjour. Bonjour Johan. Merci de venir sur notre podcast Project It. Merci. Avec plaisir. Donc on est là ensemble pour découvrir un petit peu ton parcours tout simplement et que tu puisses nous faire un retour d'expérience sur ton activité actuelle. Est-ce que tu pourrais te présenter très rapidement pour que nos auditeurs puissent savoir qui tu es? Ouais, bien sûr. Je m'appelle Florent, j'ai 40 ans. Je suis dans la tech depuis une dizaine d'années, sur un chemin pro assez classique, mais assez varié sur la typo d'entreprise et le contexte. Et aujourd'hui, je suis chez Boon Manager, qui est un éditeur qui développe un ERP en SaaS. Et je suis engineering manager de l'équipe de développement applicatif de la boîte. Parfait. Tout d'abord, j'aimerais remercier Annabelle Chamiot du cabinet GTech qui nous a mis en contact. Donc, merci encore à elle. Et le fait qu'en fait on puisse se voir aujourd'hui, c'est que dans ton parcours, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as pu transiter d'une position de développeur vers une position de manager. Et également que dans ton entreprise actuelle, vous êtes en 100% à distance. Ce qui fait que vous faites toutes vos prestations à distance. Donc, c'est pour ça aussi que je voulais qu'on fasse cette interview ensemble pour que tu puisses nous expliquer un peu comment ça se passe, parce que la gestion de projet à distance diffère évidemment d'une gestion de projet en physique. Mais tout d'abord, avant de commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton parcours en tant que développeur, ce que tu as pu réaliser, quel type de projet, tout ce que tu penses être intéressant de nous raconter? Ouais, moi j'ai fait mes études en développement. J'ai fait IUT plus ensuite master assez classique dans le bassin de Sophia Antipolis dans le sud. Il y a un gros bassin tech de PACA. J'ai démarré mon parcours au Crédit Agricole où j'ai participé à un projet innovant pour l'époque dans le milieu des années 2000. C'était la démat d'un compte bancaire grâce au NFC des smartphones qui venait débarquer. Un projet de R&D très sympa sur les prémices du dev en Java mobile. On avait même eu un pilote dans une cantine de campus Polytech, donc un gros projet assez ambitieux dès le début, donc un bon démarrage. Suite à ça, pleine crise de 2008 avec un marché assez tendu, donc je me suis mis à mon compte pour faire du site vitrine, principalement en PHP. C'est l'Eldorado web de l'époque, une bonne école d'autonomie et de gestion de projet de clientèle. J'ai enchaîné toujours avec du dev PHP dans une startup spécialisée dans les pubs interstitielles. Assez novateur dans le sens où on rémunérait le public pour voir de la pub. C'est un peu le business model de quelques apps mobiles aujourd'hui. Et je m'étais occupé du moteur de gamification et de son déploiement avec des gros clients comme Telecom Italia. Ensuite, je suis resté assez longtemps, plusieurs années dans une grosse ESN S2I, très connue en France, où j'ai pu partir en mission chez quelques clients, notamment Air France, sur le paramétrage du système de booking. J'ai été DB à Oracle, j'ai été développeur, j'étais responsable applicatif, passé par pas mal de morceaux de la chaîne. Et on était au début de l'adoption de l'agilité dans les grosses structures, et à quoi elle est un peu moins de 10 ans. C'était un peu appliqué à la lettre, parce qu'à l'époque, on considérait un peu le manifeste de Scrum comme une science exacte. Et ouais, après fort de tout ça, j'ai eu un déclic sur un mélange de plein d'éléments, que ce soit l'agilité ou la gestion qui m'intéressait pas mal. J'ai senti que le côté dev pur, au contraire, de moins en moins. Et voilà, j'ai eu des expériences un peu malheureuses avec quelques managers, une petite dose de bon sens, une résistance à la pression, 2-3 réflexes sur l'anticipation et les risques. Je me suis dit bon, il est temps de switcher et passer du côté obscur. Du coup, je me suis formé, je me suis certifié et puis voilà, je cherchais une boîte en fait qui me ferait confiance, qui ferait confiance à un junior pour faire de la gestion de projet pure. Et voilà, j'ai pu trouver une startup, une boîte SaaS qui faisait de la marque grise sur toutes les apps mobiles de France des réseaux de transport en commun, typiquement via Navigo, pour pas les citer. Et voilà, ça a été très très formateur. Je suis passé par plein de postes aussi au cours de l'évolution dans cette boîte-là. J'ai été CSM pour des grands comptes publics, à plusieurs millions d'euros. On m'a confié une équipe de dev sur la thématique du Mobility as a Service. Ça s'est bien passé. Cette équipe a été transformée en département que j'ai dirigé. Puis on a sorti pas mal de projets pour la RATP, pour du privé, pour la BNP aussi. Puis voilà, le département a beaucoup scale. Avec les problématiques qui vont avec. Voilà, c'est là aussi à ce moment-là que j'ai compris que la partie management était ultra importante, que j'avais entre 10 et 15 personnes à gérer en direct.
Voilà, je chapeautais aussi l'activité des autres managers. On a dû mettre en place l'agilité justement pour passer du V au Scrum, qui est pas vraiment une mince affaire. Voilà, c'est là que tu te rends compte aussi que la mise en place des process et des outils, c'est rien par rapport à la conduite du changement. Voilà, ça signifiait aplanir pas mal de choses, avoir un mindset DevOps typiquement pour coller au contexte à ce moment-là, avec un socle applicatif commun pour des clients différents, du TDD, de l'amélioration continue qui est une constante de partout si on veut que ça marche. Et voilà, prendre en compte des métriques comme la vélocité et le mindset. Voilà, ce qui était important, c'était l'accompagnement des équipes à ce moment-là, comprendre les résistances. J'ai enchaîné avec une autre ESN, Meritis, qui est aussi pas mal connue en France, avec quelques agences, pour une structure de développement au forfait qui venait de créer pour piloter leur software factory. Des missions assez similaires à mon poste précédent, avec une dimension particulière sur le côté appel d'offres et puis la variété des sujets fonctionnels qu'on a abordés. Et puis voilà, aujourd'hui depuis 1 an chez Bound, voilà, qui conçoit cette ERP pour les ESL, les SS2I, les cabinets de conseil, avec bientôt 2000 clients, on l'espère assez rapidement. On est utilisé par Aztec, par exemple. Et voilà, je suis arrivé en tant que responsable des experts techniques. Entre-temps, la société s'est restructurée, un fonds d'investissement est arrivé, un directeur général. Et puis voilà, depuis la rentrée, on m'a confié ce poste d'engineering manager. Et voilà, aujourd'hui, mon activité tourne principalement autour du management et du pilotage. D'accord. Alors, juste une petite précision, tu parlais du fait d'être certifié. Quelle certification tu as passé en gestion de projet? J'ai du Prince 2. La version classique, je sais qu'il y a une Prince 2 Agile. J'ai pas pu la faire celle-là, j'ai pas pu voir quels étaient les avantages de ça. Donc j'ai du Prince 2 et j'ai du PSM et PSPO. À l'époque, comme on était en plein dans ce boom-là, ça m'a paru intéressant d'avoir les deux casquettes, comme ce sont des rôles qui sont parfois mal compris et qui s'entremêlent beaucoup selon comment t'appliques cette méthode-là. Donc je me suis certifié sur ces 3 points-là. D'accord. Les premiers niveaux seulement ou t'as passé le niveau dessus? Les premiers niveaux, les autres niveaux sont arrivés après et je me suis pas mis dans les autres niveaux parce que l'expérience faisant, je me suis rendu compte que t'appliquer la méthodologie au mieux par rapport à ton contexte. Après, c'est vrai que je suis pas allé plus loin dans les autres niveaux. D'accord. Ok. Ce qui est intéressant dans ton parcours, donc on en parlait un petit peu en off, c'est de voir en fait cette transition que tu as faite de passer en fait développeur vers du management. Est-ce que tu peux nous expliquer la perception que tu avais des choses à l'époque en tant que développeur, en essayant de te repositionner dans le contexte, bon, très à fond peut-être dans la technique, avec une vision en hauteur qui était peut-être défaillante à ce moment-là. Et maintenant, si tu dois faire on va dire l'analyse au travers de ton expérience tout simplement de ce qui te manquait à l'époque, est-ce que tu pourrais nous expliquer finalement comment tu voyais les choses à ce moment-là quand tu étais développeur et maintenant comment tu vois les choses? En fait, tu as donné les 2 éléments principaux qui avaient constitué ma réponse. C'est le fait qu'en effet, quand t'es dans une équipe de développement, surtout quand tu n'es pas dans un système d'agile et de squad aujourd'hui où l'autonomie est une notion très importante, le fait d'être la tête dans le guidon te permet pas aussi de te mettre à la place des personnes qui gèrent les projets. Ça va souvent dans un sens et c'est vrai que c'est très difficile et au niveau équipe de développement, on a tendance à vraiment uniquement à regarder la partie qu'on doit développer et il y a effectivement aussi le manque de hauteur qui peut aussi être dû au manque de communication. Donc c'est vrai que moi en tant que développeur, je me rappelle pas beaucoup avoir eu de vision sur l'avancement d'un projet, sur la fin d'un projet. Quels pouvaient être ses impacts. Mon développement pouvait avoir de gros impacts s'il foirait tout simplement. Ça, c'est pas forcément des infos qu'on avait de partager. Après, voilà, ça dépend aussi de la gestion du projet. Soit on vient de taper sur les doigts une fois que t'as tout cassé, soit on essaye de t'expliquer au fur et à mesure. C'est vrai que cette vision-là, elle manquait. Niveau communication, on communiquait pas de la même façon, c'est-à-dire qu'on était très en
très en silo, en équipe, chacun sur son. Je parle de mon expérience, ça doit pas être partout pareil, je l'espère. Mais voilà, on avait peut-être un manque de communication un peu plus global à l'intérieur de l'équipe sur les news de l'avancement des autres. Les news, on les a uniquement par rapport au PR et par rapport à ce qu'on doit corriger quand on dev, et peut-être moins de hauteur. On n'avait pas cette notion de la gestion du temps. Moi, je sais que j'ai participé à beaucoup de projets où il n'y avait pas du tout d'estimation. Il n'y avait pas du tout de discussion sur les risques, sur les impacts et où est-ce qu'on allait atterrir si. Voilà, le fait d'avoir toutes ces informations-là en amont, c'était pas forcément partagé. Tout ce qui est notion de performance, pareil, c'est pas des choses que j'ai pu vivre aussi. On n'avait pas de KPI ou d'indicateurs sur comment pouvait fonctionner l'équipe, sur le projet, sur le ROI tout simplement qu'il peut avoir. Ce sont des informations qui sont assez cool à partager aussi à tout le monde et qui n'ont pas forcément de notion de secret. Je pense qu'on peut regrouper ça sous le chapeau transparence en fait. Aujourd'hui, on est beaucoup plus transparent, je pense, à travers pas mal d'entreprises sur les projets, sur ce qui peuvent coûter, et c'est un peu ce qui manque. Et voilà, dans toutes ces notions là, c'est ce qu'on essaye de faire ressortir au maximum. C'est vrai que je parle d'une vision qui est peut-être entre 5 et 10-15 ans. Donc je pense que le métier a aussi beaucoup évolué. Ne serait-ce que sur la façon dont on considère les collabs et la gestion de projet, la façon dont les boîtes essayent aussi d'instaurer un bien-être, on va dire, je le mets dans ce panier-là. Le fait d'avoir beaucoup d'informations, de la vision, et voilà, qu'on te partage les choses et qu'on te donne un sentiment d'autonomie, fait que c'est sur ces pans-là que ça a beaucoup évolué en tout cas. D'accord. Donc, il y a une chose dont tu as parlé, pour moi c'est un sujet qui revient régulièrement en gestion de projet, qui se confronte un peu avec certaines pratiques agiles, c'est les estimations. Justement, je pense que ça fait partie de ces sujets-là où il y a un manque de prise de hauteur de la part de certaines personnes sur ces estimations, en essayant enfin tout simplement de les enlever, de les balayer. Tout simplement avec un argument qui est, vu que les estimations sont tout le temps fausses, ben en fait il faut pas en faire, ça sert à rien. Alors que finalement, bon, les estimations, leur but c'est pas d'être vrai, c'est un outil de travail qui permet aussi de faire un suivi et savoir si on est sur le bon chemin. Après, on sait très bien qu'il va y avoir des choses qui vont se passer, qui vont bousculer ce qu'on a évalué, et c'est à nous de nous adapter derrière. Mais l'objectif, c'est de pas trop dévier aussi de certaines, on va dire, prérogatives, parce que on a un budget à gérer, on a un délai à gérer. Les estimations nous permettent de savoir où est-ce qu'on en est et s'il faut à un moment donné prendre des mesures ou pas. Toi, à ce niveau-là, comment t'abordes ce sujet des estimations? Est-ce que pour toi, bon, avant tu t'en fichais, aujourd'hui c'est quelque chose qui est vital, mais évidemment avec parcimonie, il faut pas faire n'importe quoi avec les estimations, ou alors tu estimes aujourd'hui que finalement, même en qualité de manager, en faisant de la gestion de projet, finalement c'est pas le cœur de ton sujet? Les estimations, c'est un sujet qui est un peu touchy, dans le sens où l'évolution qu'a eu le chiffrage des projets. Alors, comme tu l'as dit, la majorité des chiffrages sont faux, malheureusement. T'as 70% des projets informatiques qui échouent, pas forcément que à cause de ça, mais beaucoup à cause de ça et de la fuite de budget tout simplement d'un projet qui se perd et qui ne s'arrête pas à temps. Donc j'ai vécu le no estimate. On est bien d'accord que c'est un peu problématique dans le sens où même en tant que développeur, tu sais pas vraiment où tu vas. Par contre, le côté radical l'estimation, il faut absolument la faire et il faut s'y tenir. Ça pour moi c'est aussi une mauvaise chose. Alors je pense que ça va être un sujet central, mais le compromis, c'est un peu le point central de notre taf aussi. Là, nous, ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on passe sur des estimations en termes de complexité, comme ça a pu être aussi transité pour la méthode agile. Donc, on fonctionne pas en temps. Après, notre complexité, on sait très bien qu'une complexité très simple va prendre moins de temps qu'une complexité beaucoup plus haute.
Et voilà, on a vu aussi que, enfin moi j'ai vu aussi au cours du temps que les estimations pouvaient aussi induire une notion de pression un peu malsaine sur les personnes qui réalisent le projet. Donc c'est un sujet qui est un peu complexe. Au niveau de la complexité, on vient de démarrer sur notre dernier cycle, donc on est en phase de monter en compétences là-dessus. Et voilà, en toute transparence, on s'est rendu compte que certaines complexités prenaient plus de temps ou étaient plus complexes que ce qu'on avait estimé. En fait, quoi qu'il arrive, l'estimatif, le mot se parle de lui-même. C'est une estimation. Tu dois te baser là-dessus pour faire tes planifications, ce qui ne t'empêche pas de pas réfléchir aux risques et de prévoir des buffers justement. Voilà, c'est ça. Voilà, pour te dire que si ton projet il atterrit pas à temps, c'est normal entre guillemets parce que c'est la vie d'un projet. Si tous les projets, enfin moi j'ai dans ma carrière j'ai qu'un seul projet qui est arrivé en avance, c'est tout. Et à temps non et en retard oui. Donc voilà, c'est une question de communication et de transparence et de suivi au jour le jour. Quand je dis au jour le jour, c'est pas forcément du flicage par jour, mais voilà, il faut qu'on ait des indicateurs, il faut qu'on puisse suivre où est-ce qu'on en est justement pour pouvoir rectifier si besoin, réadapter une backlog et voilà. Donc côté estimation et chiffrage, on est d'accord, c'est très important parce que ça permet aussi la planification et tu es obligé de fonctionner comme ça. Après, que ce soit du temps, que ce soit de la complexité ou même peut-être d'autres méthodes qui vont émerger, c'est toujours pareil. Faut s'adapter au contexte. Si le temps met une pression sur les gens qui font des mauvaises estimations parce que ils ont pas envie qu'on leur dise ce sera trop long, c'est déjà qu'on est dans un mauvais flow quoi. Donc ouais, c'est un sujet adaptatif mais assez compliqué. Oui, et pourtant c'est ultra important pour le client parce que lui, il a des objectifs à atteindre. Et souvent, en fait, quand il déclenche un projet, c'est parce qu'ils ont une vision qui est à long terme, certes, mais qui va passer par peut-être plusieurs projets successifs ou qui vont être déclenchés en parallèle et qui permettront en fait d'avoir cet objectif-là à la fin. Mais pour que ça se passe bien, ils sont obligés tout simplement de bien répartir le budget ou bien de faire en sorte qu'un projet arrive avant un autre, etc. Et pour ça, les estimations sont nécessaires pour essayer de calibrer une sorte de roadmap, tout simplement. Mais oui, en fait, c'est comme tu disais. Il faut avoir en fait un certain équilibre. Je pense que c'est exactement ça. Quand tu fais ton estimation, tu dois pouvoir dire bon, on a une vue qui est globale, ça nous permet d'anticiper les risques, ça nous permet de voir à peu près comment les tâches peuvent être réparties, qui fait quoi, etc. Mais il faut pas oublier que ça reste quelque chose d'initial qui va évoluer et c'est un outil de communication. Et ça, je pense qu'aussi, faut pas l'oublier, comme tu l'as très bien dit. Ça va bouger et c'est pas quelque chose qu'on doit tenir, c'est pas un objectif en lui-même, c'est pas quelque chose qu'on doit un résultat à obtenir, c'est une indication où est-ce qu'on en est. Comme ça nous permet de communiquer avec le client. Aujourd'hui, toi, quand tu dialogues justement parce que tu es l'interface entre l'équipe technique et potentiellement les clients ou les porteurs du besoin, comment tu arrives à jongler entre les deux en expliquant bon d'accord, vous avez besoin d'avoir tel projet en temps et en heure, et essayer en fait de dialoguer avec ton équipe qui eux, peut-être, tu le sais très bien, n'ont pas cette perception des choses. Comment tu arrives à amener le sujet et à trouver une sorte de consensus et à les faire travailler un petit peu sur cette notion. Ok, on sait très bien que ça va bouger, mais il faut quand même essayer de cadrer tout ça et de pas partir dans tous les sens. Alors du coup, nous, on n'est pas en lien directement avec les clients. Nos clients en fait sont l'équipe produit qui est à l'intérieur de la boîte et qui sont aussi un lien vers le client. Même si on n'est pas trop drivé par nos clients, on essaye de prendre le lien qu'on a avec nos clients. On a nos BC, nos coachs qui eux discutent avec les clients pour faire la gestion du projet, de la mise en place de notre ERP. Ce qui est pas dans mon scope. Et côté produit, eux, ils vont récupérer beaucoup de besoins clients, beaucoup plus qu'avant, justement par rapport à leur utilisation et les features qu'ils aimeraient bien voir réalisées. On n'a pas de notion de date. On a une roadmap qui est publique. Donc, dans un sens, on s'engage sur ce qu'on doit livrer. Et c'est aussi pour ça qu'on a mis en place notre méthodo ShapeUp, justement pour avoir des cycles qui sont cadencés et pour pouvoir communiquer là-dessus, pour avoir plus de transparence avec nos clients. Après voilà, ça reste de la communication sur ce qu'on aimerait faire et ce qu'on aimerait déployer.
Si je dois faire un parallèle par rapport à ce que tu disais juste avant, quand j'étais CSM, la com c'est central et il y a beaucoup d'informations qui ne circulent pas et qui sont pas partagées avec le client, et on se retrouve souvent dans une situation où par manque de transparence, tu vas annoncer à ton client juste avant que le projet s'arrête qu'il est en retard. Et c'est là que beaucoup de soucis dans les entreprises se déclenchent. Et alors que si tu avais fait cette communication de bout en bout, et ben ce serait ou pas arrivé ou ça aurait été mieux accepté. Ça c'était pour rebondir sur ton point juste avant. Et pour répondre à ta question, ce qu'on fait justement pour qu'il y ait beaucoup plus de prise en compte de tous les éléments d'un projet avec tous les équipiers, que ce soit les développeurs ou l'équipe QA qui est à côté, ou justement les PO et nos tech leads, c'est que cette méthode ShapeUp nous a fait réfléchir à un système de squad où chaque équipe, chaque squad est en charge d'un scope fonctionnel, et elle est mise au courant dès le début, voire même en amont de ce qui va être fait. C'est-à-dire que tu as une phase où niveau shaping, ça s'appelle du shaping, où les product owners vont t'as une phase de discovery d'abord, où les PO vont réfléchir par rapport aux remontées des clients et par rapport à ce qu'ils trouvent correct de rajouter dans l'application. Il va y avoir une phase où ils vont réfléchir. Et dans une phase de shaping qui suivra, où t'as un tech lead qui va réfléchir pendant une grosse semaine avec le PO par rapport au parcours auquel il a pensé. Il va réfléchir à ça. Et il va pouvoir remonter les risques techniques en amont du démarrage et réfléchir à la solution avec le PO. Ça c'est un premier pan. Et ensuite au démarrage, t'as un kick-off du cycle de développement, donc qui est usuellement de 6 semaines et qui correspond au développement d'une feature. T'as un kick-off avec tout le monde. Alors le kick-off c'est pas une invention de ShapeUp, hein, on faisait déjà des kick-offs avant. Mais j'en parle parce que c'est un élément ultra important, le fait de réunir tout le monde pour à ce moment-là, je le faisais même avant, où une énorme presse où tout le monde est réuni, tu discutes des enjeux du projet, tu discutes du client, on peut même réunir le client, je faisais ça aussi, où tu discutes des dates, tu discutes des jalons, des unités de travail, de ce qui va être produit, de comment est-ce qu'on va se réunir au jour le jour, est-ce qu'il y aura des délits, est-ce qu'il y aura des démos, à quelle fréquence. Donc déjà le fait de les mettre dans le bain et de tout leur expliquer, ça crée une transparence et ça crée aussi une appartenance au projet. Donc ça c'est un élément très très important pour moi, et l'autonomie tout simplement. Je pourrais donner plein de principes, mais l'autonomie selon le niveau bien évidemment des personnes, c'est ce qui va aussi créer de l'appartenance encore plus au projet, créer beaucoup plus de qualité, parce que quand tu as toutes les informations, que tu sais ce que tu vas livrer, quand tu vas livrer, que ça va partir en prod, que c'est une grosse feature qui est attendue par un client, là ça pourrait être plein de notions que tu communiques à ce moment-là. Le fait de fonctionner en squad et que tout le monde ait son mot à dire et qu'on encourage tout le monde à remonter les risques, c'est-à-dire que ce soit un développeur, un QA, un tech lead ou un PO, tout le monde a son mot à dire sur le parcours. Et tout retour est bon à prendre. Et c'est ça aussi qui fait que le fait d'avoir le droit à ta voix dans la squad crée aussi ce sentiment beaucoup plus accompli et beaucoup plus squad, et te permet d'arriver plus facilement au succès en tout cas. D'accord. Donc là, en fait, tu nous expliques le fonctionnement de cette pratique qui s'appelle ShapeUp. Est-ce que tu peux nous positionner un petit peu le contexte de cette pratique-là, son fonctionnement, comment ça s'applique, sur quoi ça s'applique? Par exemple, tu parles de squad. Qu'est-ce que c'est qu'un squad? Combien il y en a? C'est composé de combien de personnes? Tu nous parlais aussi, par exemple, de livrer toutes les 6 semaines. Est-ce que c'est 6 semaines fixes ou est-ce que c'est modulable? Est-ce que tu peux nous poser un petit peu le contexte de toute cette pratique-là? Ouais, ShapeUp, ça a été inventé par Basecamp, si je me trompe pas, pour répondre à des besoins et pardonne-moi du mot, des perversions de l'agilité. On en parlait tout à l'heure, hein, le fait d'appliquer des choses à la lettre, et quand même sur un manifeste je crois qu'il fait pas beaucoup de pages, et le manifeste agile. Ouais, voilà, c'est ça. Oui. Moi, j'ai coutume de dire, ça tient sur une page web. Enfin, c'est pas applicable en l'état. Il faut
il faut l'adapter justement au contexte. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de perversité, comme tu dis. Ouais. Malheureusement, ça n'a pas été compris. ShapeUp, ça a été arrivé pour pouvoir maîtriser mieux ton scope projet, dans le sens où voilà, sur du waterfall, ton périmètre est très voire trop figé, alors que sur du ShapeUp, t'as une idée qui est cadrée et voilà, t'es obligé d'atteindre l'objectif entre guillemets à cause du timing. Je te dirai plus tard. Ça paraît un peu fort comme idée comme ça, mais il y a des notions qui sont adaptées justement pour pouvoir livrer des scopes différents selon le temps que tu mets à faire ton dev. Tu vas te focus sur un livrable qui est concret. T'as pas une backlog infinie. On réfléchit beaucoup à MVP. C'est-à-dire que toutes les semaines, on a des sprints de 1 semaine pour les cycles de 6 semaines où on essaye de faire des démos à la fin de la semaine. Donc ça t'oblige aussi à réfléchir en contenu qui est fonctionnel. Et voilà, on négocie pas sur les dates. On va juste faire rentrer le maximum de choses qu'on est capable de faire rentrer en les classant par priorité. Comme je te l'ai dit, c'est propice à l'autonomie parce que les devs conçoivent leurs solutions techniques au final, ils prennent pour la majorité leurs décisions et le focus est vraiment fait sur le parcours utilisateur. Tu peux avoir une meilleure prio des projets aussi parce que les tâches moins importantes au final sont abandonnées. Tu définis un appétit, tout simplement. Tu te dis bon bah en fait on a 6 semaines pour réaliser cette feature. On n'a pas besoin de plus normalement. On peut avoir des cycles de 2 semaines aussi si des features sont moins grosses. Et on réfléchit beaucoup en impact business et voilà ce qui va faire plaisir à nos clients, et l'appétit est extrêmement clair vu que voilà t'es cadencé avec une même période. Et voilà, t'as moins de dépendance aussi entre équipes parce que bah tes user stories elles sont atomiques, donc t'es quand même pas mal en silo dans ton équipe. Ton shaping il est solide parce qu'il a été vu première fois par un PO, ensuite par un tech, ensuite estimé et voilà, le dev est lancé. Et on essaie de minimiser aussi les attentes. Sur la structuration, on crée des équipes multidisciplinaires. Donc, sont des squads. En général, tu as entre 5 et 6 personnes. Tu as 1 ou 2 développeurs, un lead tech, celui qui va s'occuper du shaping et de chapeauter toutes les PR et participer à des développements complexes. Un QA pour tester et un product owner justement pour gérer pour faire office de chef de squad, un chef de projet de cette feature-là. Et le côté lead tech responsable des avancées techniques. Sur le cycle de dev, du coup comme je t'ai dit, une phase de discovery, ensuite un shaping qui dure 1 semaine en général en collaboration pour que la solution fonctionnellement et techniquement soit prête dès le kick-off. On essaie de prévoir au maximum les risques à ce moment-là, documenter tous les besoins. Et tu as une phase de validation finale pour être sûr qu'on va le proposer pour un cycle. Ensuite, on passe au kick-off où on explique tout et on a un élément qu'on a piqué aussi de l'agilité qui s'appelle le Tres Amigos, où tu vas avoir un développeur, un PO, un QA et qui vont se réunir après le kick-off pour faire une passe sur les risques et faire un tableau classique de gestion des risques avec les couleurs associées et on fonctionne aussi par module. On essaie d'aller beaucoup plus profondément dans les modules de l'application durant cette phase-là, où en plusieurs strates en fait, on essaye de délayer les risques au maximum avant de pouvoir démarrer. Et voilà, on a un workflow de développement assez classique, j'ai envie de te dire, des stories. On essaye de gérer soigneusement les dépendances. Le lead tech et la QA valident le code avant qu'il y ait un merge. On essaye d'automatiser, côté QA, ils essayent d'automatiser les tests, voir qu'est-ce qui est manuel, qu'est-ce qui est pas. On a des sessions de cowork accélérées sur la fin avec des bug bash où tout le monde peut faire des tests juste avant la mise en production. On a une période de freeze aussi qui permet justement de mieux cadencer et de se dire à partir de là on sait qu'on arrête les devs et pendant 1 semaine on va corriger que des bugs et pas réintroduire de nouveaux autres bugs potentiels juste avant de faire la mise en prod.
Voilà, et puis la culture, c'est la responsabilité partagée où toute l'équipe est impliquée dans la qualité, pas que l'équipe QA, c'est pas les seuls garants. Et voilà, on essaye aussi d'avoir une approche qui est bienveillante au maximum. Ça favorise beaucoup la montée en compétences, étant donné que tu es sur un sujet pendant 6 semaines, tu es à fond dessus et tu montes en compétences extrêmement rapidement. Et ce qui t'empêche pas de passer sur une autre squad fonctionnelle si t'en aimais l'envie, ou alors de rester dessus. Et par rapport au scope dont je parlais tout à l'heure, on classe nos fonctionnalités à développer par priorité, c'est-à-dire qu'on a des must-have, des should-have et des could-have. Et on fait un bilan en fin de cycle sur ce qui a été livré. Donc l'objectif, c'est bien sûr de livrer les must-have. Et ensuite, si on n'a pas livré les should et les could, on se demande si ça valait le coup finalement, parce que ça correspond pas à l'appétit qu'on voulait se donner. Pour nous, on voulait développer cette fonctionnalité pendant 6 semaines. Peut-être qu'elle prend plus de temps parce qu'on n'avait pas vu des choses en chemin. Et on réfléchit à se dire, est-ce qu'on se le met en backlog pour le réaliser un peu plus tard ou pendant une phase de cooldown? Entre les cycles, on a une phase de cooldown qui a un temps un peu moins cadencé sur le temps, et où là, on peut réaliser ces features-là si côté produit, on juge que c'est nécessaire et que ça a de la valeur pour le client. D'accord. Comment ça se passe pour la partie budget? Parce que il y a une cadence en fait on va dire de 6 semaines. Vous revoyez le budget entre les différents cycles de développement, comment il est évalué ou comment il est attribué? Là, pour l'instant, on n'accorde pas de précision par rapport au budget. Justement, on utilise notre outil ERP pour calculer ces budgets-là. L'accent est mis sur la valeur, c'est-à-dire que si on a une équipe qui est capable de réaliser cette feature-là dans les 6 semaines, on va le faire. Et ensuite, par rapport c'est ce qui nous permettra de garder ou de continuer sur ce budget-là, qui est un budget interne, vu que ce sont des coûts internes et qu'on facture pas les développements à nos clients. Voilà, ça nous permet d'équilibrer au fur et à mesure. On a des gens qui sont seniors et les budgets sont assez équilibrés au final. Et voilà, en général, les équipes ne changent pas en termes de budget et de temps, ce qui fait que tu es assez constant. Ce qui va changer au final, c'est le fait de rajouter un développeur, parce qu'on sait qu'on va avoir besoin de beaucoup plus de vélocité sur tel élément. Mais au final, les budgets sont les mêmes sur chaque feature, ce qui simplifie aussi beaucoup cette gestion-là. Donc vous avez une enveloppe qui est globale et en fait vous piochez dedans au fur et à mesure des cycles de développement. Ouais. Ok, je vois. Et après, donc il y a évidemment une phase d'évaluation pour savoir les retours sur investissement qui est fait, ça réinjecte de l'argent, ça améliore l'enveloppe, etc. Nous, quoi qu'il arrive, on est sur une solution SaaS par abonnement. Les features qui vont arriver, comme l'intelligence artificielle, vont peut-être changer la donne. Mais voilà, pour l'instant, la réinjection de budget, elle se fait par rapport à notre volonté de livrer beaucoup plus de features ou pas. Donc ça dépend effectivement de la montée de clients. Pour l'instant, c'est pas une question qui est très étudiée. Comme je te dis, ce qui est très important pour nous, c'est de donner beaucoup de valeur aux livraisons et aux clients, et on constitue les équipes en ce sens. Et voilà, comme je te dis, après les budgets sont constants. Ils évolueront au fur et à mesure qu'on recrute, parce qu'on va encore recruter beaucoup de gens. Donc ça va se lisser avec le temps, mais ce qui est très intéressant, c'est que voilà, on a cette notion budget qui est beaucoup moins qui est beaucoup moins importante dans le sens où on s'occupe de constituer les équipes pour livrer au mieux possible. D'accord. Là, de ce que tu nous racontes, en fait, on a vraiment l'impression que c'est une succession de projets de 6 semaines. Qui évidemment est dans une démarche d'amélioration continue d'un produit ou de plusieurs produits. Et on a une sorte d'hybridation, j'ai l'impression, entre, comme tu disais tout à l'heure, on enlève tout ce qui est trop permissif par rapport à l'agilité, ce qui amène certaines perversions, je reprends ton terme, en posant un cadre qui est beaucoup plus orienté gestion de projet, et toujours en prenant en considération l'évolution du produit.
mais en gardant cette fameuse agilité. On va exprimer comme ça, mais surtout les bonnes pratiques, c'est du bon sens en fait, tout simplement, c'est de la logique. Quand tu parles d'autonomie, quand tu parles d'impliquer toutes les personnes, que ce soit dans la conception du produit, dans sa réalisation ou même dans la gestion globale, finalement, c'est ce que je pense toutes les entreprises devraient instaurer, et ce qui n'est pas fait, hein, parce qu'on en parlait tout à l'heure, il y a parfois des organisations qui poussent un peu trop sur les estimations et qui font un contrôle beaucoup trop rigoureux, alors que c'est pas fait pour ça à la base. Et donc, au travers de cette approche que vous avez instaurée, vous avez essayé d'apporter beaucoup de bon sens, de logique, et c'est pour ça aussi, je pense que ça fonctionne pour vous. Après, on a quand même des problématiques. Ce serait très prétentieux de pas le dire. Bien sûr. Mais comme tu le dis, c'est vrai, le mot qui revient souvent quand on doit définir quelle qualité on doit avoir pour faire de la gestion de projet, c'est le bon sens et surtout l'adaptation, en fait. Comme on le répète au cours de la discussion, le principal défaut de la majorité des entreprises, c'est qu'on veut absolument appliquer une méthode et pas du tout étudier les retours et être peut-être pas dans la sanction, mais ne pas comprendre pourquoi ça fonctionne pas, alors que voilà, dans le process de livraison continue, il faut quand même se dire que le chef de projet, il est pas forcément au courant de tout ce qui se passe s'il a pas les informations. C'est aussi pour ça que voilà, tu parlais de choses qu'on a piquées à l'agilité entre guillemets. T'as aussi tout ce qui est rétro. C'est la base. Alors, je dirais pas que c'est la cérémonie la plus importante, mais au final, tu es obligé de créer cette cérémonie-là pour avoir les retours des personnes impliquées, parce que c'est eux qui savent le mieux comment s'est déroulé le projet. Et au final, les gens qui sont dans l'équipe de développement, c'est aussi eux qui connaissent le mieux le fonctionnel, parce que ils ont les mains dedans. Ils ont une vision qui est précieuse et qui est ultra importante. Donc, t'es obligé de se baser sur leur retour. Et t'as aussi un autre effet qui est malheureux, c'est que pour ceux qui appliquent les rétros, derrière on s'en sert pas. Ah oui. Et ça aussi, je l'ai beaucoup vu. Et une rétro sans porteur d'action, sans date de réalisation, sans explication de comment faire, en fait, elle sert à rien. Elle sert juste à ou se dire, ou se féliciter, ou alors juste se taper dessus sans que ce soit efficace. Tu vois, donc il faut garder le côté constructif à chaque fois, de se dire, ok, on fait cette cérémonie-là, on fait le kick-off. En fait, il faut qu'il serve à quelque chose. C'est-à-dire que le kick-off, ça doit être une émulation de dingue. Tout le monde doit parler, doit y avoir du challenge, et en fait, pendant toutes les cérémonies, ça doit être le cas. Et c'est ce qui fait aussi que voilà, les gens sont beaucoup plus impliqués, et voilà, et que ça tend vers se passer au mieux possible. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu racontes, parce que quand tu parles de rétro, on retrouve ça. En fait, c'est un bilan projet, hein. Oui. Enfin, c'est un retour d'expérience. On est censé documenter ce retour d'expérience, parce que ça peut servir pour les autres projets. On reparle par exemple des estimations, mais quand on parle d'estimation, généralement on prend d'anciennes estimations, on essaie de les adapter, mais on part d'une base. Et ça vient de là, hein, ça vient de ces événements. Aujourd'hui, on parle de rétro en mode projet classique, c'est un bilan projet. Et c'est extrêmement important, parce que ça permet de construire une base de connaissances, etc. Et pareil, c'était un petit peu aussi là ce que tu nous expliquais. On reparlera peut-être, mais c'est pas forcément le plus important. Mais quand on parlait du cycle en V, à la base, c'était fait comme ça. C'est-à-dire qu'on n'était pas obligé d'avoir qu'un seul cycle en V. C'était plusieurs cycles en V qui permettaient l'intégration de plusieurs modules au fur et à mesure. Et ça a été totalement dévié de son objectif initial. Et j'ai l'impression qu'on retrouve ça actuellement avec les pratiques agiles. À la base, il y avait beaucoup de bon sens, il y avait beaucoup de bienveillance avec tout ce qu'on expliquait depuis tout à l'heure, et ça a été perverti, pour X ou Y raison. Ça, c'est pas le sujet. Et en fait, au travers de cette pratique, par exemple ShapeUp, mais je pense qu'il y en a d'autres qui existent, on essaye en fait de remettre au centre ce qui fait en fait vraiment une bonne gestion de projet. Et au travers en fait de votre activité, c'est ce que vous essayez de faire en fait avec les services que vous proposez, c'est ça? Ouais, exactement. Et c'est vrai que le constat de base par rapport au cycle en V qui fait que la boîte a switché vers ShapeUp. Moi, je suis arrivé, c'était déjà démarré. C'est que même si on a eu des remarques ou des réticences ou des peurs sur le fait de passer à cette méthode-là, parce que
parce qu'avant on était en waterfall et enfin ce dont je me suis rendu compte au cours de mes expériences, c'est que même en waterfall, il y a un moment où tu arrives dans le projet où tu te rends compte que tu pars pas dans la bonne direction et tu dois changer des choses. Tu dois en rajouter, tu dois refaire ton archi, t'as des refactos, t'as plein de raisons ou même des éléments externes qui font que ton projet va être ralenti. T'as un prestataire qui doit te fournir une API, ça n'arrive pas. Enfin, il peut y avoir plein de cas différents et même en agile, au final, quand tu as des changements de projet, moi j'ai vu les faits où en fait tu rajoutes des choses mais t'enlèves rien. Parce que ça doit faire partie du projet et ce que tu avais prévu doit en faire partie aussi. Et ça doit être l'élément que j'ai le plus vu, hein, mais ça fait partie d'un cercle où forcément après t'as un impact sur tes équipes et ton projet foire. Donc encore une fois, c'est une question de bon sens et d'adaptabilité. Quand tu te rends compte que ton projet dérive, il faut que tu t'adaptes. Il faut pas juste que tu rajoutes cette nouvelle tâche en te disant que tu dois enlever rien du reste et que c'est comme ça et que il faut finir à la date. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Si tu t'adaptes pas aux événements de ton projet, ça ne peut pas marcher. Et tu parlais des estimations. Oui, il faut se baser sur le passé. Et la documentation, c'est la partie la plus complexe, hein, côté dans la tech, parce que ça prend beaucoup de temps, mais ça reste ultra important. Et apprendre des expériences passées, ça fait partie aussi de ce qui doit être fait avant de lancer tout projet. Parler des estimations, si tu fonctionnes en ABAC, c'est tes ABAC que tu dois adapter, pas tes estimations, parce que tu estimes que ta complexité elle est liée à des critères qui sont bons. Tu changes ta complexité, tu rechiffres, tu gardes pas. Tu gardes pas, tu gardes pas ce dictionnaire toute ta vie, mais oui, le dictionnaire ne change pas, donc l'exemple n'est pas bon. Mais ta base de référence, elle doit évoluer parce que le contexte évolue et la gestion de projet évolue, la tech évolue, beaucoup de choses. Donc faut pas rester figé et ça reste dans l'esprit de cette méthode-là. Et puis voilà, agile, c'est très bien, comme tu le dis. Il y a eu des dérives parce qu'on savait pas l'utiliser. Et c'est une boîte à outils en fait. Il faut piocher dedans sur ce qui peut le mieux s'adapter à ton contexte et qui va te faire avancer et bien utiliser ces outils. Qui servent à quelque chose. Ouais, et c'est important ce que tu dis. Déjà, il y a quelque chose que tu as souligné qui est important dans l'amélioration continue. C'est pas juste de rajouter. L'amélioration continue, c'est aussi enlever ce qui ne sert à rien et qui n'apporte pas de valeur. Le but, ça reste de construire un produit qui réponde aux besoins. Si jamais à un moment donné il y a quelque chose qui fonctionne mal ou qui fonctionne pas ou qui est pas utile, on l'enlève et ça fait partie de l'amélioration continue. Donc c'est pas juste une succession de on livre des fonctionnalités et ça construit un système et on est content. Non, c'est pas comme ça qu'on conçoit un produit. Ouais, et malheureusement, ouais, c'est une dérive qu'on a beaucoup. C'est on fait de l'amélioration continue, mais en fait on construit une usine à gaz. Et c'est pas comme ça qu'on fait un produit. Ouais, c'est ça. Le constat, il est simple aussi, c'est que quand tu construis, alors j'utilise le terme backlog parce que c'est agile, mais en vrai, c'est des unités de travaux, c'est ce que tu veux. Quand tu l'as construit, si ton projet, il arrive, tu fais ton rétro-planning, il arrive à la date pile et qu'il y a que des tâches ultra importantes et qui sont estimées au couteau, bon, il y a quand même un risque énorme que ça n'arrive pas. Peut-être que tout va bien se passer, mais il y a un risque qu'il faut prendre en compte. Donc ça aussi, c'était toutes les périodes de freeze et le temps pour vérifier la qualité et fixer des bugs s'il y en a. C'est des choses qui étaient peu prises en compte, je trouve, il y a quelques années. Et voilà, l'agilité entre guillemets a résolu le problème en rajoutant une qualité au fil de l'eau et des vérifications au fil de l'eau avec les démos et avec des testeurs dans les équipes. Mais voilà, c'est vrai qu'avant, ça fait partie aussi des pains. Oui, totalement. Ouais. Mais c'est aussi, je pense, une conséquence des mauvaises compréhensions des pratiques, que ce soit actuelles ou anciennes. Parce que comme on disait, que ce soit Scrum ou d'autres pratiques comme ça reste des cadres qu'on adapte. Et c'était déjà le cas avant également. Quand on parle de waterfall ou de cycle en V, c'est des modèles. Et en fait, c'est des modèles qu'il faut adapter en fonction de ton contexte. Et tu prends la page Wikipédia avec le schéma du V, tu l'appliques pas comme ça dans ton entreprise, c'est pas logique.
T'es obligé en fait de te poser des questions. Ok, on peut partir sur cette base-là parce que ça nous correspond, mais derrière, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut mettre qui dedans? Il faut comment on fonctionne? Qui fait quoi? Comment on s'organise? Est-ce qu'on fait un seul V ou est-ce qu'on fait plusieurs cycles en V? C'est typiquement le genre de question qui aussi est la responsabilité d'un manager de projet. C'est de placer l'organisation. Et la question que je vais te poser, c'est pour qu'on puisse basculer sur le sujet. On parle beaucoup de pratiques, de méthodes, etc. On a parlé de shape-up, mais vous avez quand même une différence, c'est que vous êtes totalement à distance. Et comment vous vous organisez? Parce que on a coutume de dire, ben voilà, un projet, normalement, on réunit les gens dans un même espace et on discute tous ensemble. Et finalement, on a du mal à percevoir comment on peut s'organiser quand on n'est pas dans la même pièce. Et pourtant, bon, moi, je suis là pour aussi le prouver, c'est que c'est possible de faire un projet à 100% à distance. Mais moi, je suis très curieux de savoir comment vous vous organisez à distance pour organiser vos projets et dialoguer ou travailler avec vos clients. Alors effectivement, on est en plein débat sur le retour arrière du full remote, notamment chez pas mal de boîtes. Donc la question elle est de circonstances. En fait, le full remote dans la boîte, c'est depuis le départ, c'est-à-dire qu'il y a même pas de bureau, il y a jamais eu de bureau. Les deux fondateurs étaient à deux endroits différents en France et ils pouvaient pas faire autrement. Ils ont eu cette idée-là et donc ils se sont lancés. Et ils se sont rendus compte que ça fonctionnait bien. Et après, voilà, au fur et à mesure des recrutements, ils ont recruté au fur et à mesure. Alors c'est un vaste sujet quand même. Déjà le full remote, c'est pas facile pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, t'as des personnes qui ne peuvent pas bosser en full remote. Donc déjà il y a ça. C'est-à-dire que donc t'as un premier step au recrutement où on s'assure que les conditions de la société du full remote sont bien comprises et acceptées par les personnes qu'on recrute. On recrute aussi beaucoup par rapport au mindset. On a besoin de gens qui sont bien dans leur peau, qui sont dynamiques, qui sont créatifs. Donc tu vois, c'est ce premier point recrutement qui est très important. Ça me permet d'envoyer un peu de love à tout le monde dans la boîte, dont j'en profite. Et voilà, c'est vraiment aussi un mode d'entreprise de full remote, c'est-à-dire que moi j'ai rien contre le présentiel, le full remote là il s'adapte beaucoup à la façon dont je vis, mais tu peux pas te dire d'un coup que tu vas faire du full remote et pas mettre les outils qui sont derrière. Ah oui. Ce qu'on a beaucoup vu, et c'est pour ça, pour moi, que le retour arrière est en train de se faire, c'est parce qu'on n'a pas mis en place les outils qui étaient nécessaires pour que ça fonctionne bien. Donc ça doit pas être un caprice d'entreprise. Après, pour faire plaisir aux employés, je sais que beaucoup de personnes choisissent leur jour de full remote. Tu vois, typiquement, j'ai des doutes sur le fait que l'hybride puisse fonctionner. Je sais pas si tu as déjà fait une conf avec des gens à distance plus des gens en présentiel. C'est l'enfer. Oui, juste pour le petit retour d'expérience, moi je fais quand même pas mal de jury dans le domaine de la formation et ça m'arrive de faire l'hybride, c'est-à-dire moi je suis à distance et les autres sont en présentiel. Moi je le fais pas plus d'une journée parce que c'est pas possible en fait. Tu peux en fait t'adapter sur le moment comme on disait, mais tu peux pas en fait faire ça sur le long terme, c'est infaisable. Donc oui, je te confirme, pour moi je vois mal en fait comment l'hybride peut s'installer. Parce qu'en fait tu désynchronises en fait les équipes, il y a une personne qui est là physiquement qui est pas là et puis c'est inversement. Enfin, c'est pour moi c'est pas faisable. Après je te laisse continuer ton. Non, mais t'as entièrement raison. Et moi j'ai vécu surtout des gens, une équipe en présentiel et une équipe à distance. Alors les gens se coupent la parole, il y a du bruit dans tous les sens. Donc ouais. Bon, bref. Si l'hybride est, pour moi je dirais qu'il peut marcher si tout le monde est calé sur le même rythme. Mais bon, c'est quand même trop difficile d'imposer aux gens leur jour de télétravail. Voilà, la vision que j'ai, c'est que ça peut marcher que comme ça. Après, sur comment on arrive à fonctionner, premier point, c'est la com. Au final, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de communication que si on était au bureau, la tête sur notre écran. On a des outils comme Zoom et Slack sur laquelle on passe beaucoup de temps. Donc Slack, je pense que tout le monde connaît, avec des canaux de discussion qui sont spécifiques au projet. On a des automatisations qui tournent et qui nous envoient des notifications sur des builds dans Slack, sur les flux de travail. Typiquement, quand là on a mis ça en place pour nos PR et pour nos spécifications. Donc quand quelqu'un fait une analyse sur une user story, il la rajoute dans un flux de travail Slack qui envoie une notification à la personne qui est censée la review.
Donc ça fluidifie quand même pas mal ça. On partage très fréquemment la vision court et moyen terme des projets et de la boîte, c'est-à-dire que tous les mois t'as une plénière en visio qui donne toutes les informations de la boîte sur le CA, où on en est, les projets, on a des démos, donc on montre beaucoup de choses. On a des délits voilà, les canaux Slack sont une énorme base de communication où on fait en sorte que dès qu'une information doit sortir ou doit être mise en place, elle est partagée dans ce canal-là. On fait énormément de comptes rendus, toutes ces réunions-là, c'est-à-dire que tous les délits débouchent par un hill chart ou un compte rendu de ce qui s'est passé et des actions à faire. Et pareil, tu vois, on a Slack, on utilise les canvas Slack pour que chacun puisse voir les tâches qui sont en cours et les tâches qu'il a à faire. Donc on trace beaucoup. Tout le monde allume sa caméra. Alors je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, hein, mais tu vois, quand t'es à distance ou en télétravail avec des personnes de ton entreprise, t'en as certains qui l'allument pas ou quoi, mais voilà, enfin le full remote, c'est comme je te disais, c'est un mode de vie, un mode de travail. C'est-à-dire que c'est vraiment comme si on était au bureau, quoi. Ouais. Quand on a besoin de discuter d'un sujet ou quand il y a un conflit, c'est visio obligatoire. On est à distance, mais on va pas fonctionner à l'écrit. Et voilà, ça dépend beaucoup des profils. Il y a une discipline qui est liée à ça, hein, forcément. Tu dois avoir une bonne discipline de vie, tu dois bien t'organiser. L'accent est mis dans les personnes qui sont dans le management et dans les personnes qu'on recrute sur de la bienveillance. Je parle pas du mot galvaudé qui est placardé sur pas mal d'entreprises et qui en fait veut juste dire je te dis pas quand ça va pas. La bienveillance, c'est quand tu parles aux gens de manière transparente sur ce qui va pas, mais de la bonne façon. Beaucoup de positivité et de proactivité, c'est-à-dire qu'on va vraiment insister sur les petits succès, même sur les gros, et communiquer là-dessus. Et voilà, on demande aux gens d'être proactifs. Voilà, après nos réunions, ce sont pas des lieux d'expression hors contexte. Voilà, on privilégie des coffee break en visio. Après, on parle 2 secondes, quelques minutes en début de réunion de sujets un peu plus légers. Mais nos délits durent pas une demi-heure ou ne doivent pas durer une demi-heure sur des sujets qui vont dans tous les sens. On essaie justement de rendre efficaces toutes ces réunions-là pour qu'elles aient des sujets, des ordres du jour et des comptes rendus. Et voilà, le full remote, c'est aussi une culture d'entreprise. Donc on a plein de rituels. On a des cafés pour les nouveaux, on a des cafés random où au hasard les gens vont se rencontrer pour discuter. T'as de la méditation, t'as une séance de goûter aussi où on prend son goûter pendant qu'on fait un petit jeu le mercredi après-midi. Il y a du sport, voilà, on a un canal global pour toute la boîte où toutes les communications passent, on a des séminaires où on se réunit quand même, c'est quand même agréable de se voir tous, donc ça permet aussi de ressouder les liens. Et puis il y a les rituels d'équipe pour Squad avec tout ce qui est kick-off, weekly, daily, les démos, et le coworking. Le coworking, c'est comme au bureau, quoi. Tu vois, c'est en fait c'est pas parce que t'es connecté sur déjà, c'est optionnel et c'est pas parce que tu es connecté sur l'espace de coworking que tu vas discuter toute l'après-midi, tu vois. C'est vraiment comme au bureau où tout le monde est présent et justement, si tu as besoin d'aide ou que tu as une remarque sur un élément du code ou une news qui vient d'arriver, ça te permet aussi de la partager. Et voilà, donc ça implique après côté management des éléments assez importants qui sont de fixer un cadre, d'être full disponible. Je m'assure d'être vraiment dispo à tout moment dès qu'il y a un besoin, des one-to-one toutes les semaines avec les gens que je manage pour être sûr pour assurer un suivi, être sûr que tout va bien. Et ensuite on s'adapte. C'est selon les équipes et les jalons, ça peut être des points de suivi hebdo, bi-hebdo, journalier. Ce qui est très important, c'est d'impliquer les gens, que tu puisses véhiculer la confiance que tu leur accordes et beaucoup de feedback basé sur les faits, avoir des objectifs et voilà, et j'en ai parlé, vraiment récompensé et félicité sur là-dessus.
Ça, c'est sur les notions. Et après, les outils, je t'en ai parlé. Il y a du Zoom et du Slack. Il y a Jira qui peut être une usine à gaz si on l'utilise mal. On utilise beaucoup de vues plans, des boards par squad, des répartitions en sprint. Les tâches sont claires. On a des workflows qui sont assez bien cadrés, d'un ticket de la spec à la livraison. Voilà. Donc utiliser les bons outils. Je sais qu'un outil n'est pas censé être ton objectif premier pour un projet, mais si tu utilises les bons outils, ça t'aide beaucoup. Surtout que maintenant, ça peut avoir beaucoup d'impact. Notamment, j'arrête pas de parler Slack. Je vais demander des royalties, mais c'est vrai qu'ils offrent quand même pas mal de choses sympas pour la coopération entre les équipes et voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme outil? On utilise beaucoup les boards de communication avec les équipes directement, donc les hill charts et tous les charts possibles pour montrer l'avancement. On utilise Product Board aussi, qui est en lien avec Jira et qui permet de donner une visibilité client. On a parlé tout à l'heure sur les prochains chantiers. Et voilà, donc le full remote, c'est un succès quand même depuis 15 ans chez Boot Manager. Il faut tout simplement mettre les moyens de l'appliquer correctement. D'accord. Vous recrutez actuellement? Ouais, on recrute actuellement, ouais. Ok, ça vous fait un petit peu plus, si certains veulent postuler. Venez. Voilà. Parfait. On arrive doucement sur la fin de l'interview. Donc, on a quand même vu un petit peu la vision que toi tu as dans un futur assez proche des choses, puisque vous êtes impliqué sur une démarche vraiment 100% remote et apparemment vous allez continuer vers cette voie-là. Est-ce que, alors une question comme ça, parce que c'est vrai que c'est tendance et ça fait toujours, c'est toujours intéressant de le savoir. Est-ce que par rapport à l'IA, vous avez déjà incorporé certains outils ou vous avez une perspective sur l'utilisation de certains outils qui pourraient vous être utiles dans votre activité? L'IA, on l'utilise. Alors déjà, on a donc notre outil a une marketplace qui avec des partenaires qui permettent de, en gros, rajouter des fonctionnalités à notre RP. Et l'IA est déjà intégrée dans l'outil pour nos clients, notamment par rapport au parsing de CV typiquement. Ça c'est un point. On est nous-mêmes en train d'accélérer sur le développement de l'IA, justement par rapport au profil et à une meilleure utilisation de nos outils, à être beaucoup plus proactif dans ce qu'on propose aux clients. Et après, de notre côté, on l'utilise, typiquement, tu vois, pour ne pas le citer, on a ChatGPT pour lequel on utilise en interne. On est en train de travailler là-dessus pour que notre chatbot pour répondre aux clients en live sur leurs questions puisse être déployé. Et même en interne, en ChatGPT, en utilisant notre documentation et en l'orientant bien correctement, on est capable aussi de plus facilement aller creuser dans des aspects techniques et des aspects de documentation un peu plus fonctionnels. Je te cache pas que nous on a des enjeux aussi RGPD, donc on fait très attention. On peut pas utiliser l'IA n'importe comment, donc on l'utilise avec parcimonie. On essaye d'avoir le plus possible la main mise sur les informations de nos clients. Donc on l'intègre au fur et à mesure et ça va s'accélérer en 2025, c'est sûr. Ok, parfait. Très bien. Pour terminer, est-ce que tu as peut-être un sujet que tu aimerais aborder de manière spécifique? Écoute, je sais pas. On a parlé de beaucoup d'éléments. Si on peut retirer pas mal de choses de ça, c'est que par rapport à la gestion de projet, prioriser la clarté et la collaboration. Voilà, bien investir dans le cadrage. Donner une chance à ce développement cyclique et puis implémenter un cadre bien spécifique. Je pense que vos équipes vous en seront reconnaissantes. Côté management, de favoriser l'humain et l'autonomie. Sujet de la bienveillance est très important. Responsabiliser les gens, avoir une culture de la qualité et voilà, bien mettre l'accent sur la communication et puis voilà, niveau culture d'entreprise aussi très important, avoir une vision alignée, encourager la montée en compétences et promouvoir la reconnaissance. Parfait. Bon. Mais Florent, merci beaucoup pour ta participation.
Merci à toi, Yoann, pour l'invitation. Avec plaisir, et j'espère qu'on pourra se retrouver dans quelques années pour voir un petit peu l'évolution de ta carrière et celle de Bond Manager. Avec plaisir. Merci. Merci.